Bonjour, voici une deuxième vidéo donc pédagogique pour tenter d'expliquer un petit peu comment je procède pour travailler sur les mégalithes notamment. Mais parfois il m'arrive de sortir du cadre des mégalithes, de travailler sur les pyramides, notamment au Mexique, où j'ai fait un petit documentaire où il y a des choses qui sont tout à fait à revoir. Mais je pense qu'il est nécessaire que je fasse une seconde vidéo pédagogique parce que des gens, visiblement, ont un petit peu de mal à comprendre certaines choses. Donc dans un article que j'ai vu il y a quelques jours, ici sur le site d'IRNA, qui présente parfois des articles très intéressants, et il y a aussi des choses qui sont, je pense, pas pertinentes, et c'est le cas ici, il y a beaucoup de choses impertinentes dans cet article. La première erreur ici, c'est de comparer en fait l'étude géométrique que je réalise sur les mégalithes, mais que Howard Crowhurst fait aussi avant moi et depuis bien plus longtemps. Cette étude géométrique en fait que nous faisons, ce n'est pas du tout le prolongement de l'hypothèse des lignes de lait. Les lignes de lait, c'est plutôt l'idée que les mégalithes seraient posés sur des points énergétiques de la Terre. Ceci, je n'ai pas les compétences pour le démontrer ou l'affirmer inversement, ce n'est pas un sujet que j'étudie. Donc déjà, c'est la première erreur, ce n'est pas tout à fait la même chose que nous faisons. Nous faisons vraiment de la géométrie et pas de l'étude énergétique. Dans cette vidéo, je vous propose donc trois parties. Une première partie, on va aborder les distances étonnantes et la façon d'évaluer la probabilité d'apparition de ces distances. Ensuite, on va parler des angles qui sont importants et qu'on a considérés comme remarquables, entre autres. Et on verra également quels outils permettent de différencier ces angles du hasard. Ensuite, lorsqu'on avance un peu plus dans l'article, l'auteur aborde une idée qui est tout à fait incomplète, c'est-à-dire que il suggère en fait déjà, il le dit sans même partir dans des calculs tordus de tous azimuts, pour tenter de trouver des nombres magiques, en prenant des points au hasard, avons-nous des chances de trouver des multiples simples? Déjà, donc il va juste se concentrer ici sur le fait que si on place des points au hasard sur une carte, on peut retrouver des multiples simples des valeurs qu'on veut. Donc pour ça, il a fait un outil. Le problème, c'est que son outil, déjà, semble faux. Et on va le regarder à l'instant. Donc l'outil, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est qu'on place 7 points sur une carte. Et ensuite, on va rechercher des multiples en nombre entier de 100, par exemple, ou un autre nombre, ce qu'on veut, avec une précision qu'il donne être au millième. Donc normalement, on va faire le calcul pour que vous vous rendiez compte, avec 7 points, quelle est la probabilité d'obtenir une valeur au millième. Donc c'est relativement simple. Si nous avons 7 points sur la carte, nous pouvons tracer 21 lignes. La formule, en fait, c'est 7 multiplié par 7 moins 1 divisé par 2, et nous avons 21 lignes. C'est donc le nombre de lignes totales qu'il est possible de tracer si on positionne 7 points aléatoires sur la carte. Donc 21 lignes, et le nombre de mesures par ligne, puisqu'on est précis au millième, c'est 500. Alors comment est-ce qu'on arrive à ça? Puisqu'on a une précision au millième, en fait, plus ou moins un millième, pour connaître le nombre de mesures possibles, par exemple, si j'avais une règle de 1 mètre et que je veux mesurer la probabilité de tomber sur 50 cm plus ou moins 1 cm, c'est-à-dire de 49 à 51, et bien 49 à 51, ça fait un intervalle de 2 cm. La probabilité de tomber sur cet intervalle, parmi les intervalles qu'il y a entre 0 et 100, c'est-à-dire il y a 50 intervalles de 2 cm entre 0 et 100, donc j'ai 1 divisé, j'ai un intervalle sur 50. Et ici, donc, en fait, la relation, puisqu'on est à 0,01 millième, donc, enfin au millième de degré, enfin au millième près, donc on fait 1 divisé par 0,002, plus ou moins 1, donc le 1 en plus et le 1 en moins, et ça nous donne le nombre de mesures possibles par ligne, pour tomber sur une valeur qui soit un multiple en nombre entier de 100 par exemple. Et donc, avec cette distance, avec 7 points je veux dire, on fait donc, on a dit qu'on avait 21 droites possibles, donc 21
divisé par 500, c'est la probabilité d'obtenir une droite dont le multiple sera précis, dont on aura un multiple de 100 mètres en nombre entier, avec une précision au millième. Donc cette probabilité, ça veut dire 4%. Ça veut donc dire que si je clique 100 fois ici, je n'aurai que 4 fois, logiquement, l'apparition d'une ligne jaune qui sera valide. Et donc on va voir qu'en fait ça ne marche pas du tout, que son programme est faux, puisqu'on va avoir beaucoup plus que ça. On est parti. 1 test, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e test, déjà, j'ai une ligne qui apparaît. 7e test, une deuxième ligne. 8e test, une troisième ligne. 9e test, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 17e test, une quatrième ligne. 18e test, 19e test, 20e test. 20e test, regardez, on en est déjà à 6 lignes, au bout de 20 tests. Donc vous voyez bien que l'outil est faux, normalement je devrais faire 100 essais pour en avoir 4. 21, 22, 23, 23, encore une ligne, ça veut dire que là on est à 7 lignes au bout de 23 essais. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Au bout de 32 essais, on a une 8e ligne. Et donc c'est un petit peu dommage que cet outil soit faux, parce que c'est un outil qui est très intéressant. Je trouve ça très pertinent de vouloir essayer comme ça de montrer qu'on peut effectivement obtenir des distances souhaitées en jouant avec un grand nombre de points. Mais voilà, c'est dommage qu'il y ait une erreur ici, donc et puis aussi il manque un élément, c'est l'aspect statistique, puisque normalement il faut pouvoir évaluer à partir de combien de mesures en nombre entier est-ce que ce n'est plus le hasard. Et donc ceci peut se faire, et ici l'auteur n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche, ce que je regrette, parce que c'est intéressant de le faire, moi je l'ai fait, et ça me permet du coup d'avoir une certaine assurance quant aux choses que je publie. Donc j'en profite pour vous montrer en fait où se trouve la notice qu'on a publiée sur le site. Donc c'est une notice voilà, où on explique comment fonctionne un algorithme qu'on peut appliquer sur un logiciel Excel ou OpenOffice équivalent. Donc cet algorithme en fait va calculer pas à pas tous les multiples possibles dans une fourchette d'unités données. Et ensuite, en fonction du nombre de multiples qu'on va trouver, cet outil va calculer en fait la probabilité de voir apparaître par exemple 2 multiples, 3, 4, 5, 6 ou 7. Voilà, et donc avec cet outil-là, on peut savoir si par exemple on obtient dans un échantillon donné de X monuments mégalithiques, si on s'aperçoit qu'on a 8 mesures en nombre entier de kilomètres par exemple, et ben on peut savoir si c'est ou non le fruit du hasard. Si on n'a que 7 ou 8 monuments, ou si on en a 1000, eh ben on va pas avoir la même probabilité. Donc cet outil-là est assez pratique et on l'a testé sur des outils, sur des choses par exemple très concrètes, hein, pour voir si ça fonctionne ou pas. On l'a testé par exemple sur des objets qu'on peut acheter dans un catalogue. Par exemple, prenez des meubles, vous prenez un ensemble de meubles dans un catalogue, vous notez toutes les dimensions des meubles, vous lancez l'outil et vous apercevez que c'est bien l'unité métrique qui est employée ici pour fabriquer des meubles. Parce qu'on a un nombre redondant de multiples du mètre, du demi-mètre ou du quart de mètre, etc. Et donc du coup, on comprend que c'est l'unité métrique qui est employée. Et donc on fait la même chose en fait en mesurant les distances entre des monuments. Et on peut savoir si c'est ou non par hasard qu'on voit apparaître par exemple le pied anglais, le mètre, le yard mégalithique, ou d'autres unités tout à fait inconnues jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on devrait procéder si on allait jusqu'au bout de la démarche. Alors moi c'est ce que j'essaye de faire, cet outil il n'y a pas longtemps que je l'ai en place, et pour l'instant cet outil a validé tout ce que j'ai pu proposer avant, heureusement, hein, mais j'aurais pu me tromper sur certaines choses, mais sur les distances, quand j'ai affirmé que l'unité métrique était employée par exemple au Mexique ou en Corse, eh ben, l'outil m'a donné raison.
Mais il est aussi exact qu'avec cet outil, je me suis aperçu que l'unité métrique n'était pas la seule unité employée, et que parfois c'était une unité employée de manière secondaire, et qu'il y avait d'autres unités qui étaient bien plus employées dans un système que j'ai étudié. Maintenant, un peu plus loin, donc la suite de l'article. Donc en fait ici, l'auteur, ce qu'il est en train de tenter d'expliquer, c'est que lorsqu'on trace des mesures entre des monuments mégalithiques par exemple, il explique qu'on trace une droite en choisissant le point qui nous arrange. Ce qui n'est pas vrai en réalité, et là il donne un exemple où dans le codex mégalithique du plateau de Coria en fait, il y a une relation entre le dolmen de Funtanacia et la file de menhir qu'on appelle les statues menhirs de Stantari. Et donc l'angle en fait entre donc, le coin du dolmen et la pierre nord de cette file est un angle de 18°43, 18°44, qui est l'angle diagonal d'un rectangle de 1 par 3. Et en fait, il s'interroge sur la question de pourquoi est-ce qu'on choisit la pierre nord. Bah, tout simplement parce qu'en fait, la pierre sud, c'est pas la dernière, et qu'il manque des pierres au sud, et les archéologues ne savent pas combien de pierres il y avait au sud. Les archéologues qui ont travaillé sur le site depuis les années 60, en fait, jusqu'en 2012, les derniers travaux, disent que la pierre la plus au nord est la dernière pierre des alignements, et qu'au sud, la file se prolongeait, mais on ne sait pas jusqu'où elle se prolongeait. Du fait qu'on ne connaît pas cette distance, enfin la dernière pierre au sud, on ne peut pas définir quel est le point minimal au sud, et également le centre de cette ligne. Donc le seul point qui nous reste, c'est la pierre la plus au nord. En réalité, cette pierre la plus au nord, elle marque le coin de ce système de 3 carrés côte à côte, et le dolmen marque l'autre coin de la diagonale. Donc c'est pas du tout choisir la pierre qui nous arrange. Si on avait la pierre sud, je pense qu'on trouverait quelque chose d'intéressant, malheureusement on ne sait pas où elle est. Ensuite, alors, il parle qu'on choisit au pixel près ce qui nous arrange, parce que effectivement, sur cette distance-là, quand on est au coin, vraiment à l'extrémité au nord de la pierre, à peine on bouge le curseur, on va passer de 71,56 à 71,57. Mais, attention, l'auteur, ce qu'il n'a pas fait attention, je pense, c'est que l'angle exact d'un rectangle, de diagonale d'un rectangle de 1 par 3, c'est 18°435. Vous voyez, si je fais l'inverse tangente maintenant, c'est... Oh là, j'ai fait une erreur. 1 divisé par 3, inverse tangente, 18°435. Donc forcément, mon curseur, eh ben, c'est encore plus précis que ce qu'on imagine. À la limite, on peut dire ça comme ça. Mais nous, effectivement, on s'accroche à dire que c'est une précision qui est très très bonne avec les mégalithes, qu'on est au centième de degré près. Mais là, on pourrait presque aller plus loin et dire que c'est une précision au millième, puisque vous voyez, à peine on bouge le curseur, on passe de 76 à 57, mais il se trouve que la valeur exacte, c'est 18°435. Bon, alors je sais pas si on peut dire que c'est précis à ce point-là, peut-être, peut-être, mais en tout cas voilà, donc son explication ici sur cette image n'est pas du tout sérieuse. C'est dommage qu'il n'ait pas regardé exactement quel était l'angle d'un triangle, l'angle de diagonale d'un triangle de 1 par 3. D'ailleurs, à propos de cet angle de 18°43, il aurait été intéressant pour l'auteur de rappeler que dans le film en question, nous précisons en fait que cet angle est quelque chose de redondant, puisqu'on le retrouve dans la première file des alignements du Ménec à Karnak. Je rappelle que Karnak, c'est quand même la capitale des mégalithes dans le monde, c'est la plus grande concentration au monde de mégalithes. Et donc en fait, au départ du Ménec, il y a une douzaine de files de menhirs, et si on trace la ligne qui va rejoindre un deuxième système d'alignement qui se trouve à Kermarillo, on s'aperçoit qu'on peut faire rejoindre les lignes jusqu'au début des files suivantes avec ce même angle en fait de 18°43 ou 44, donc c'est-à-dire cette diagonale d'un système de 3 carrés placés côte à côte. Et donc c'est quelque chose d'important dans l'architecture. Et donc là, du coup, en plus, on a une distance qui est un peu plus grande, donc sur 1,4 km, la précision est encore plus facile à démontrer, puisqu'on a une distance plus importante, et donc la variation d'un angle est nettement plus visible.
Et c'est vrai qu'il est dommage que l'auteur ne parle pas de ça, parce que du coup on a l'impression qu'il fait plus un article de désinformation ou de démontage qu'un article de réflexion intellectuelle sur le sujet. L'auteur pose une question légitime, qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on choisirait tel angle et pas tel autre angle, etc. Alors il faut savoir que nous avons publié une notice en fait, qui sert à savoir quels sont les angles qui vont être pertinents, mais déjà il faut partir d'observations simples, il faut toujours aller à des choses simples. Et qu'est-ce qui est simple? Eh ben, premier angle simple, c'est un axe nord-sud ou un axe est-ouest, ce sont des choses simples. Donc déjà ça peut servir de référence. Et ensuite, eh bien, on peut observer par exemple que sur certaines constructions très anciennes, telles que les grandes pyramides de Gizeh, nous avons vu du ciel la pyramide, les pyramides, ce sont des pyramides à base carrée. Donc la diagonale d'un carré, c'est 45 degrés. Nous observons que la chambre haute, qu'on appelle le Saint des Saints, la chambre du roi, c'est un double carré au sol. On observe également que la position de la chambre haute dans la grande pyramide, c'est un triple carré par rapport à la face de la pyramide, sur le plan vertical. On observe également que les chaussées processionnaires qui sont devant la pyramide donc de Képhren et Khéops se sont orientées sur le principe d'un quadruple carré. Le profil de la pyramide de Képhren, par exemple, c'est deux triangles 3, 4, 5 mis dos à dos, de manière à former le profil de cette pyramide. Donc là, ici, on a une série de principes géométriques simples qui émergent de cette architecture. Et puis on peut citer également, dans la littérature sacrée, entre guillemets, les textes parlant du temple de Salomon, il est expliqué que le temple, en fait, le Saint des Saints est un carré de 20 coudées par 20 coudées, et que le hall d'entrée est un rectangle de 20 par 40 coudées, donc ça fait un double carré, et l'ensemble forme ensuite un triple carré, etc. Donc il y a une géométrie modulaire, en tout cas, qui existe sur le terrain, qui est présente également dans des textes, et ces principes qu'on retrouve, en fait, c'est déjà la base de la recherche, et donc c'est de comprendre qu'il y a une stratégie d'organiser l'espace à partir de modules simples. Ça, c'est la première chose, les premières choses qu'on peut dire. On peut également faire référence à la relation entre ces angles-là et des phénomènes astronomiques. Par exemple, à Karnak, dont nous avons parlé, qui est la capitale mondiale des mégalithes, Howard Crumbust a clairement montré que à cette latitude-là, et uniquement parce qu'on est à cette latitude-là, on a une coïncidence étonnante, puisque le lever de lune majeur va se faire dans la diagonale d'un angle à 45 degrés, à l'époque de la construction des mégalithes. Le lever de lune mineur se fait dans un angle de 26 degrés 56, qui est la diagonale d'un système de 2 carrés. Et puis, l'angle de lever de soleil au solstice, lui, se fait sur un angle de 36 degrés 87, qui est l'angle d'un triangle de Pythagore 3, 4, 5. Donc ici, on a une relation, en fait, entre ces angles, l'implantation des mégalithes dans la région de Karnak, et des phénomènes astronomiques simples, puisqu'on ne va pas chercher une étoile au fin fond de la galaxie, on va regarder les deux astres principaux qui sont la Lune et le Soleil. Et donc ce sont ces relations extrêmement simples que l'on va mettre en avant au sol, une sorte de façon de relier symboliquement la Terre et le ciel avec des principes simples. Donc ça déjà, c'est les premières bases en réalité de ces principes géométriques. Et donc ce sont des principes qu'on va employer de manière systématique, puisque on découvre ces principes. Donc lorsqu'on va étudier un autre site de mégalithe à un autre endroit, on va appliquer les mêmes principes, on ne va pas chercher d'autres principes, au prétexte que ces angles-là correspondraient. Donc on a déterminé, donc on a publié sur le site une notice qui permet en fait de montrer en fait que nous avons des angles redondants, donc on a une liste d'angles redondants, et dans un échantillon de mégalithes, dans un secteur, on peut calculer en fait le nombre d'angles qui apparaissent et la probabilité de les voir apparaître par hasard ou non. Parce qu'évidemment, le nombre d'angles va avoir une influence. Et également le nombre de mégalithes qu'on a à observer. Et donc ça, on a parfaitement conscience, et donc c'est quelque chose qu'on a intégré.
Et donc dans cette notice, on explique un petit peu comment est-ce qu'on fait pour démêler le hasard de ce qui est une planification organisée. Donc ça c'est très important de faire comprendre ça. Et donc c'est pour ça qu'on peut affirmer en fait que ce qu'on montre, ces angles-là, ne sont pas les fruits d'un choix parce que ça nous arrange, parce que ça nous convient, mais parce que c'est déjà le fruit d'une observation de principes existants, et puis ensuite parce que on peut mesurer que ceci n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas forcément obligé de passer par des outils statistiques, hein. Dans certains cas, si vous voulez, les mesures des distances et des angles sont si bien organisées, c'est tellement redondant, les liens, qu'on n'a pas du tout besoin de faire ce genre de mesures. On sait pertinemment que ce n'est pas le fruit du hasard, mais je comprends tout à fait que pour des esprits vraiment très cartésiens, ils aient besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus, je dirais, matérialiste, plus mathématique, qui correspond plus à notre monde moderne. Voilà. Ensuite, il me semble intéressant aussi de signaler que ces principes que nous avons décrits sont employés aussi par des archéologues qui publient dans des revues officielles. Par exemple, il y a en 2017 un article qui est sorti sur un petit pueblo donc en Amérique du Nord, où l'archéologue qui a travaillé dessus, en faisant des relevés de mesures, a découvert qu'en fait ce pueblo était organisé avec des principes tels que nous avons décrits, c'est-à-dire des angles à 45 degrés, le triangle 3, 4, 5. Enfin bref, un système modulaire en fait, en nombre entier a été employé et elle décrit ça avec une très grande précision. Elle donne même une unité de mesure qui est 30,50 cm, voilà, au passage. Donc voilà, il y a donc des gens très officiels qui publient ce genre de choses. Voilà donc en fait l'outil que nous avons développé. Euh, Cet outil en fait est un outil qui permet en fait, on rentre les coordonnées des mégalithes, donc ici j'ai une quinzaine de mégalithes, j'en ai 16 je crois, oui 16, et donc j'ai rentré leurs coordonnées GPS. À partir de ça, on a notre programme qui va nous calculer tous les angles qui séparent tous ces monuments. Donc ils sont présents ici, vous voyez, hein. En vert sont les angles remarquables qui ont été détectés par le programme. Donc les angles remarquables, c'est des angles qu'on a définis à travers les principes de l'architecture mégalithique, hein, les premiers principes de l'architecture moderne. Donc c'est toujours des systèmes simples, hein, dont on a parlé déjà. Et donc c'est cette liste d'angles qu'on recherche. Donc ici il y en a 23, en gros c'est une vingtaine d'angles qu'on emploie systématiquement dans toutes les études sur les mégalithes. Quel que soit l'endroit où je vais appliquer cela et pas d'autres. Si j'applique d'autres angles, effectivement ça n'a pas de sens puisque je vais chercher à chaque fois autre chose. Non, ici on a bien des principes qu'on va réappliquer sur tous les sites qu'on va étudier. Éventuellement, on peut varier de quelques angles parce qu'il y a des configurations qui peuvent être différentes, peut-être liées à des phénomènes astronomiques, c'est-à-dire de lever de soleil à cet endroit-là, qui peut-être va impliquer d'intégrer une autre donnée. Mais globalement, on est sur une vingtaine d'angles qui sont toujours les mêmes, et on n'en change pas. Et donc, en fait, on a nos 23 angles ici. On va avoir 13 mesures remarquables. On va en enlever 3, en fait, parce que ce sont des doublons. C'est-à-dire qu'en fait, quand je mesure dans un sens puis dans l'autre, sur les longues distances, j'ai pas la même valeur. Et si je suis assez près, j'aurai la même valeur. Si je suis à moins d'un kilomètre, je vais avoir le même angle. Donc en fait, on va pas compter les angles qui sont déjà présents deux fois. Donc on les enlève. Donc en fait, si vous voulez, sur mon échantillon de 16 mégalithes, j'ai 240 mesures d'angle possibles. Et parmi les 23, j'en ai trouvé 10. Vu comme ça n'a pas l'air impressionnant. Sauf qu'en réalité, avec une précision telle que définie ici, 0,007 degrés, donc là on a une précision qui est très basse, la probabilité d'obtenir 10 angles parmi ceux qu'on a découverts comme étant remarquables, c'est une chance sur 100 000. Et si je change cette valeur, si je joue avec la marge d'erreur, si je mets 0,05 degrés, ben vous voyez, ça n'a plus de chance. Parce que je trouve effectivement plus d'angles, effectivement, j'en trouve un petit peu plus. Sauf que là, avec
0,05 centième de degré d'erreur, ce n'est plus pertinent. Il faut donc avoir une définition très précise au niveau des angles. Si je mets 0,1, vous voyez, j'ai encore plus d'angles, sauf que ça n'a aucune pertinence, ça devient facile. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que la précision des angles, eh ben, c'est de l'ordre du centième de degré près. Ce qui correspond à peu près à la taille du monument qui est observé, parce qu'en réalité, par exemple, sur 10 km, la largeur d'un menhir, ça correspondrait à peu près au centième de degré. Donc on va regarder si c'est facile de trouver des angles remarquables entre des objets qui auraient un rapport entre eux, et avec des précisions dans les unités de mesure. Ici, donc, quelqu'un a essayé un petit peu de parodier ce travail en montrant qu'entre le parc Astérix et Disneyland, il y avait un double carré, c'est-à-dire un angle de 153,44 avec une distance de 20 fois le nombre d'or. Alors déjà, la distance, c'est pas extrêmement précis, hein, puisque normalement c'est 32,36. Et on a vu que lorsqu'on jouait avec la marge d'erreur, il était possible de faire à peu près tout ce qu'on voulait. Donc déjà au niveau de la distance, il y a déjà un premier problème, c'est que ce n'est pas extrêmement précis ce qui nous est proposé ici. Et puis au niveau de l'angle, en apparence, ça a l'air assez précis si on regarde sur ce qu'il a donné. Toutefois, il faut signaler que le parc Astérix et Walt Disney, c'est quand même très grand. Mais on va quand même aller vérifier, voir si vraiment son exemple est facile à trouver ou pas. Donc pour ça, on va aller directement sur Google Earth et on va aller faire la mesure en direct. Donc ici, nous avons le parc Astérix, vous voyez, donc on va poser un fil sur le centre du parc Astérix, et puis on tape dans le moteur de recherche Disneyland, et directement, le Google Earth nous amène exactement sur Disneyland. Vous voyez, c'est le point A qu'il a trouvé dans le moteur de recherche, il a placé Disneyland ici. Donc on voit le parc de Disneyland, et si on observe bien, l'angle n'est pas 153,44°, mais il y a quasiment 3/4 degrés d'erreur, et la distance c'est 32,711 et non 32,36. Donc là on a une marge d'erreur qui est tellement importante que ça perd tout son sens. Et si on veut voir où se trouve l'angle exact, eh ben on doit déplacer le fil en dehors du parc, c'est-à-dire qu'on va se trouver sur le parking, et donc on n'a pas du tout un angle et une distance telle qu'on a pu l'observer nous sur des mégalithes. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. Donc pour conclure un petit peu cette vidéo pédagogique, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'en réalité, ici j'ai montré qu'il était quand même pas facile d'obtenir des implantations entre les monuments avec des angles particuliers, mais lorsque l'on doit combiner des angles et des distances, cela devient encore plus compliqué. Et donc lorsqu'on observe en fait une implantation de mégalithes par exemple, de manière à ce qu'on ait, comme je l'ai montré sur le plateau de Coria en Corse, un triple carré, donc un angle de 18,43° entre le dolmen et la pierre qui démarque le début des alignements, et qu'en plus la mesure unitaire de ces carrés est exactement de 100 mètres, la concordance de ces deux phénomènes est extrêmement difficile à obtenir par hasard. Beaucoup plus encore, puisqu'on a deux phénomènes compliqués à obtenir qui viennent s'additionner. Donc c'est multiplier deux probabilités très faibles, et donc ça rend les choses encore plus pertinentes. Et donc ça c'est quelque chose tout simplement qu'on doit également intégrer, c'est qu'il y a rarement juste une relation d'angle, il y a généralement une relation d'angle et de distance, des unités de mesure. Et donc, évidemment, toutes ces choses-là sont extrêmement difficiles à envisager pour les historiens qui travaillent depuis très longtemps sur l'histoire et qui nous ont présenté une histoire peut-être de manière sincère, mais qui finalement semble avoir oublié un grand nombre de connaissances, de savoir-faire, et qui montre surtout que les unités de mesure qui sont employées depuis plusieurs millénaires en fait sont
sont les mêmes que ce qu'on utilise aujourd'hui, à savoir les unités internationales comme l'unité métrique, mais également les unités anglaises par exemple. Puisque là j'ai parlé un petit peu du mètre, mais il faut savoir que Howard Crowhurst également dans ses travaux a démontré notamment par exemple dans une conférence qui s'appelle de Karnak en Égypte à Karnak en Bretagne, il a montré également qu'on pouvait voir qu'il y avait des unités anglaises qui étaient employées. Ce qui est dommage aussi, c'est que les gens qui ont un petit peu de mal avec ces découvertes-là ne se renseignent pas un petit peu plus, puisqu'il y a déjà un ouvrage qui a été écrit il y a presque une dizaine d'années. Donc c'est Principes de la première architecture monumentale. Et cet ouvrage en fait donne les bases en fait d'une méthode de recherche. Et plutôt que de prendre des simples captures d'écran sur un écran, il serait intéressant que les gens qui veulent discuter de ça se procurent déjà l'ouvrage, ce qui je pense pas le cas pour beaucoup de gens qui sont sceptiques. C'est également intéressant pour les passionnés de mégalithes, hein, puisqu'en fait on y apprend aussi tout un tas de principes qui permettent de nous éviter aussi de partir dans des surinterprétations. Donc je pense que ça c'est dommage que en fait, personne ne s'y intéresse sérieusement, et notamment les scientifiques officiels qui sont chargés d'écrire l'histoire. Mais je peux tout à fait comprendre qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils fonctionnent un petit peu de manière communautaire, et que pour appartenir un petit peu au sérail des chercheurs universitaires en histoire, eh bien s'ils se mettent à publier des choses qui sont vraiment à contre-courant de leurs confrères, ils vont peut-être se mettre en difficulté, et donc il faut beaucoup de courage pour le faire. Et puis il faut aussi être capable de mettre son ego de côté, c'est-à-dire que les choses qu'on a appris, qu'on croit certaines, eh bien il faut être capable de les déconstruire lorsque de nouvelles découvertes arrivent et viennent les bousculer. Donc ce sont des freins qui sont extrêmement difficiles à franchir. Il n'y a qu'à voir déjà la difficulté qu'ont eu les historiens et archéologues pour admettre l'hypothèse d'une unité harmonieuse qui était le yard mégalithique, donc sur les mégalithes. Et encore, il s'agissait d'une unité qui n'était pas le mètre ou les unités anglaises. Donc ça a été quasiment 30 à 40 ans pour que enfin des historiens finissent par l'écrire dans des livres. Donc on comprend tout à fait qu'il y a une énorme résistance à ces découvertes-là. Ça va mettre du temps, mais en étant méthodique, je pense que les vrais scientifiques, les vrais intellectuels finiront par s'en rendre compte, mais il faudra du temps.